Frédéric Descrozaille, vous qui êtes un homme politique, comment regardez-vous cette chose, cet objet politique non identifié qu'est la primaire populaire à gauche, avec 3 personnes qui sont inscrites sans qu'elles l'aient voulu et qui disent déjà, même si c'est nous qui gagnons, on rejette le résultat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je trouve que ça en dit long sur... c'est une curiosité. C'est une vraie curiosité. Et ça fait sourire ou ça fait pleurer. Mais ça en dit long sur l'histoire de la gauche de ces dernières années. C'est-à-dire que moi, les 2 choses auxquelles je pense. Premièrement, on a une gauche, même si on peut l'appeler plurielle, disparate, ce que vous voulez, éclatée, qui continue de se demander comment être fédérée autour de qui, avant de savoir autour de quoi. Le quoi, c'est pas forcément un contenu programmatique d'ailleurs. Ça peut être des valeurs de fonctionnement. Typiquement, moi je peux parler de La République En Marche. Nous sommes beaucoup plus unis par une méthode que par un contenu. On a des parcours extrêmement variés, pas superposables. On s'est engueulé sur un certain nombre de textes qu'on a votés, mais ce qui nous fédère, c'est la façon justement de prendre des décisions. C'est presque des valeurs de fonctionnement plus qu'un contenu programmatique. Donc ça pourrait être ça, mais en fait elle ne fait pas cet effort-là, la gauche. Là, il y a un contenu dont on ne sait pas bien d'où il sort et qui ne risque pas de fédérer les différentes sensibilités évidentes. Et donc la question obsessionnelle, c'est qui ? Qui est le mieux placé ? Si elle continue comme ça, elle va continuer à plonger la gauche, je pense. Et c'est consternant pour le pays. Enfin, moi, ça m'attriste. Penser qu'on a là une totalité de notre peuple qui fait 25 points et qui offre ça en spectacle, c'est consternant. C'est 6 de moins que l'extrême droite actuellement. La deuxième chose, c'est qu'on a une initiative là qui n'est pas relayée par les états-majors. Elle est intéressante, cette initiative. Le scrutin est intéressant. C'est très intéressant comme modalité. C'est pas mal. Hein. C'est tout à fait. Moyen, bien, très bien. Exactement. Il y a des recherches qui sont passionnantes sur les modes de scrutin. Le fait qu'on pourrait imaginer qu'on en change pour les élections régionales, départementales, présidentielles. Plutôt que de retenir un nom, de classer l'ensemble des candidats, on n'aurait pas les mêmes résultats. La recherche là-dessus est très intéressante. Donc, une initiative qui est intéressante, mais qui n'est pas relayée par les états-majors, donc qui n'a aucune chance d'aboutir. Donc en fait, c'est juste très attristant. Mais j'insiste, ça en dit long sur le fait qu'on a une gauche qui, obsessionnellement, depuis des années, se dit qui va nous fédérer sans savoir en fait quoi. Et qui n'a pas... depuis 50 ans, la gauche n'a pas dit ce qu'elle faisait et la droite n'a pas fait ce qu'elle avait dit. Je pense que la crise de confiance dans les politiques vient largement de là. Aurélie Trouvé, vous êtes la présidente du Parlement de l'Union populaire, donc c'est une émanation de la France insoumise. Vous nous entendez bien, Aurélie Trouvé ? Oui. C'est parfait, merci beaucoup. Parfait, on vous entend bien également. Donc je disais que les 4 intervenants ont habillé la gauche chacun à sa façon, même si au moins un des 4 a trouvé quelques mérites à cette primaire populaire, en tout cas dans la philosophie qui a été développée par ces 2 créateurs, dont on voit d'ailleurs les portraits en arrière-plan. Quelle est votre position, vous qui bien entendu allez voter pour M. Mélenchon au premier tour de la présidentielle ? Est-ce que, selon vous, il est un des fossoyeurs, comme ils ont été décrits, l'un des fossoyeurs de la gauche politique française par son irréductibilité, en quelque sorte, par son manque de souplesse, ou alors est-ce qu'il est tout à fait dans sa logique que vous défendez ? Alors tout d'abord, je refuse de penser que la gauche est en perdition. On voit dans les sondages sur les questions qui sont posées aux gens. Est-ce que vous êtes pour une augmentation nette du SMIC, pour taxer les plus riches, pour développer les services publics et y mettre les moyens ? Enfin, tout un tas de questions qui les gens répondent oui. Et ça montre qu'en fait les idées de gauche sont très très présentes dans la société. D'ailleurs, le premier point, la première préoccupation des Français, je vous le rappelle, c'est quand même le pouvoir d'achat. C'est pas l'immigration et la sécurité. Bon, donc d'abord, ces idées de gauche, pour moi, sont importantes, très importantes dans la société, et en témoignent aussi les mouvements sociaux qui ont eu lieu, qui ont été puissants, du type de celui contre la réforme des retraites, avec parfois d'ailleurs des victoires, puisque la réforme des retraites n'a pas été mise en place grâce à ce mouvement. Voilà. Ça viendra au deuxième. Le deuxième point, c'est la primaire. Alors effectivement, il y a ce désir de rassemblement qui s'exprime. Mais le problème, c'est que cette primaire va aboutir à quoi vraisemblablement, en tout cas, c'est le risque, à une candidature supplémentaire. Donc, à partir du moment où les principaux partis de gauche ont refusé, et de l'écologie ont refusé le principe de cette primaire populaire, moi, mon choix, il a été clair, alors que j'ai défendu ce principe pendant longtemps. Il a été clair, il a été effectivement de soutenir d'abord
un candidat qui a aujourd'hui a plus de 10% dans les sondages, il faut quand même le rappeler, Jean-Luc Mélenchon. Deux, et ça a été dit par les intervenants, un programme qui est cohérent, qui n'est pas un programme d'extrême gauche, qui est simplement un programme qui est à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et démocratiques énormes de la période. Et trois, avec un processus, je dirais, particulier et nouveau et inédit et qui redonne du sens à la politique, qui est celui du Parlement de l'Union populaire, parce que, eh bien, il fait le lien avec la société, ses mobilisations écologiques, sociales, avec des artistes, avec tout un tas de personnes très diverses, mais qui se retrouvent autour d'une partition commune. Donc c'est un tas d'instruments, c'est comme dans un orchestre, il y a plein d'instruments très divers, mais s'il n'y a pas de partition commune, en l'occurrence un programme très précis, très cohérent, c'est la cacophonie. En l'occurrence, on tente l'harmonie parce que justement il y a cette partition commune avec une très grande diversité de personnes avec qui ont une légitimité dans les mobilisations, dans la culture, etc., ou dans leur métier, et qui se retrouvent justement autour de ce programme-là. Donc moi je pense qu'on a au contraire un instrument, celui du Parlement de l'Union populaire, qui permet de redonner du sens à la politique. C'est ce qu'ont cherché sans doute les participants à cette primaire populaire. J'ai envie de leur dire, maintenant venez derrière le candidat qui a des chances d'être au second tour, et je le crois aujourd'hui, et qui propose un programme effectivement de rupture, de changement de système, parce qu'aujourd'hui, au vu des immenses enjeux écologiques et sociaux, on ne pourra changer, on ne pourra y arriver, y répondre que par un changement de système, en tout cas par des mesures très fortes. Bien évidemment, Aurélie Trouvé, Frédéric Descrozaille, qui est député La République En Marche du Val-de-Marne, a quelque chose à ajouter suite à vos propos. Je vous en prie, monsieur. Oui, parce que moi, je serais intéressé de poursuivre l'échange avec vous. Il n'y a pas longtemps, là, à l'Assemblée, on a discuté d'une proposition de loi qui venait du Parti socialiste, qui était largement soutenue par les Insoumis et les membres du groupe communiste, sur la revalorisation du SMIC. Et il y a eu des débats absolument passionnants. Pour une bonne demi-journée à l'Assemblée, sur le thème de la part de la richesse qui va au capital plus qu'au travail depuis des décennies. Ce débat, moi, je les ai entendus depuis 5 ans. On les a eus au moment du vote, l'habilitation du gouvernement sur le Code du travail, etc. Bon, ça, c'est des discussions. Moi, j'ai essayé de les avoir avec mes collègues insoumis. J'y suis pas arrivé. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui aime bien discuter. On n'a pas pu. C'est-à-dire qu'avec moi, j'avais l'impression d'être contagieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 ? Quels sont les partis en Europe qui ont libéralisé la fiscalité du capital ? C'est la gauche. C'est le Parti socialiste. Le virage de la rigueur n'a pas été une parenthèse, c'était une conversion. Les lois Hart-Scott, Schröder en Allemagne, c'était de gauche. Tony Blair, c'était un homme de gauche. C'est-à-dire cette discussion, pourquoi ? Parce qu'en fait, le keynésianisme mitterrandien de 81, dans le système monétaire adopté en 76, ça ne marche plus. Intenable. Il y a une chute de la rentabilité des capitaux. Ce système monétaire, on a des débats à l'Assemblée comme si c'était nous qui écrivions les statuts du FMI qui ont été modifiés en 76. Cette discussion, on ne peut pas l'avoir. Et vous continuez à, quand je dis vous, pardon, c'est pas vous personnellement, moi c'est des discussions que j'aime avoir, mais il y a des responsables politiques qui continuent de faire croire au peuple de gauche qui existe. Oui, il y a des gens de gauche qui votent Emmanuel Macron, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Est-ce que ça vous interroge pas ? Vous continuez de faire croire que la France est un pays où on peut se permettre de voter comme si on était tout seul. Madame Trouvé. Alors qu'on a des partenaires à convaincre, qu'on a des accords internationaux, et qu'en fait, on parle d'enjeux, de marge de manœuvre monétaire en particulier, que nous n'avons plus.